Bonsoir à tous. Bienvenue à ce quatrième symposium concernant Puppet. Donc, je me présente, je m'appelle Geoffrey Beauvin, je suis consultant ici chez Versus Mind depuis bientôt 5 ans et j'interviens principalement sur l'infrastructure et de l'administration de système sur des systèmes Linux. Donc, ce soir, on va parler de DevOps, mais avant toute chose, on va un peu parler d'historique. Donc, il n'y a pas si longtemps, on pouvait encore se représenter le monde de l'informatique comme scindé en deux. Il y a des développeurs qui développent leur code et qui ne se soucient absolument pas du passage en production. Et de l'autre côté, il y a des administrateurs systèmes qui, eux, mettent en place une infrastructure, l'exploitent, la maintiennent et ne se soucient pas non plus du code de production, qui accuse généralement les développeurs souvent à tort. Donc il y a une frontière qui est bien présente entre ces deux métiers, c'est le rôle, et c'est ce rôle de DevOps de un peu flouter, effacer cette frontière, cette fameuse frontière. Donc finalement, on a plusieurs impacts par rapport à cette fameuse frontière. Bien souvent, les développeurs et les administrateurs systèmes sont sur différents open space, ils ne sont pas ensemble, ils discutent très peu, il n'y a aucune collaboration, ils ne se parlent pas, pour être clair. Du coup, le peu de discussion qu'il y a, c'est par mail, ça engendre pas mal de lourdeurs administratives, surtout ce qui est livraison en production. On va envoyer des mails, on va demander au service marketing de valider, les administrateurs sont souvent pas prêts, les développeurs non plus. Bref, il y a des retards qui se mettent en place et finalement, c'est pas mal problématique. De l'autre côté, il y a un besoin d'évolution qui se fait rapidement sentir de tous les services. En fait, le marketing souhaiterait livrer toujours plus vite et toujours plus rapidement. Les administrateurs système veulent éviter cette livraison de bang avec un gros downtime. Et les développeurs, eux, vont livrer des kilos. Donc finalement, tout ça, ça a un impact assez fort sur la production et sur la qualité de l'application qu'on va mettre en place. Donc finalement, ce DevOps, c'est un mot qu'on utilise un petit peu trop à travers. C'est pas un métier, c'est pas un rôle, c'est pas une personne, c'est un mouvement. On peut le voir comme une philosophie, une certaine culture. C'est quelqu'un finalement qui va être capable de marier les deux métiers, donc l'administrateur système et le développeur. C'est une personne qui va être capable d'une forte communication, donc capable de qualifier une application qui est en production actuellement, savoir comprendre le code, comment il est fait du côté des développeurs, savoir où sont les fichiers de configuration, savoir un petit peu débugger le code, connaître un petit peu l'architecture, comment elle est faite du côté de l'application. Et de l'autre côté, cette fameuse partie Ops, ça va être quelqu'un qui saura comment l'infrastructure est montée, avec quelle notion, avec quelle technologie, et surtout, il saura comment les serveurs sont dimensionnés et saura débugger plus facilement. Donc finalement, ce fameux DevOps, c'est quelqu'un qui saura finalement appréhender la production et gérer l'application quand elle se trouve en production. Donc finalement, il y a pas mal de choses qu'on peut voir par rapport à ce mouvement DevOps. Le principal composant en question, c'est le déploiement plus fréquent. Finalement, on va mettre en place ce qu'on appelle la livraison continue. C'est quelque chose qui revient souvent dans les infrastructures. Les gens mettent en prod plus souvent, donc on va mettre en prod toutes les heures, toutes les minutes, tous les jours, enfin, c'est au choix. Mais finalement, ça, c'est très important. On va assister à une plus grande collaboration entre les départements. Ça aussi, c'est très important. Les développeurs vont être capables de discuter avec les administrateurs système. Il y aura une meilleure dynamique et ça a un impact fort sur la qualité du code qui est mis en production. De l'autre côté, on peut aussi voir une certaine réduction des dépenses IT. Être DevOps, finalement, ça revient à mettre en place pas mal de choses. Au début, c'est assez coûteux, mais finalement, sur le long terme, on se rend compte que le temps gagné est quand même assez considérable. Donc, il y a plusieurs composants que le DevOps va mettre en place dans son infrastructure. La première qui est primordiale, c'est l'automatisation IT. Cette automatisation IT, ça va être déployer des serveurs de façon claire et transparente, super rapidement et super efficacement. Vous allez mettre en prod des serveurs, 50 serveurs en 5 minutes. C'est très important, ce petit côté automatisation. On a une autre notion qui est très importante aussi, c'est le développement agile. On en parle beaucoup depuis des années, tout ce qui est Scrum et compagnie, méthode Kanban. Ça se fait beaucoup et le DevOps est surtout capable de développer de façon agile. C'est très important. Et enfin, je l'ai dit plus précédemment, on a une certaine collaboration entre l'équipe de dev et l'équipe de prod.
Et enfin, chose très importante qu'on ne met pas assez en avant, je pense, c'est la virtualisation des tests. Donc, les développeurs et les administrateurs système vont mettre en place des batteries de tests. Donc, dès que vous allez terminer une fonctionnalité, vous allez automatiquement déployer une machine virtuelle, pousser votre code sur cette machine virtuelle et lancer des batteries de tests automatiques qui font que votre application elle en ressort grandie et de meilleure qualité. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est cette fameuse automatisation IT. Qu'est-ce qu'on va y mettre, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. Donc on va prendre un petit exemple très simple. Je veux déployer un serveur avec un simple serveur web, un simple site web. Donc je commence par me loguer sur mon serveur. À la ligne 2, vous pouvez voir que j'installe des paquets. Donc par exemple, j'installe Apache qui va servir mes pages web, PHP qui va interpréter mon code. Je peux aussi installer MySQL pour gérer ce petit côté base de données. Ligne 3, je vais éditer tout ce qui est fichier de configuration lié à Apache, MySQL, PHP. Donc là, ça commence à prendre un petit peu de temps. On va ensuite, ligne 4 et 5, déployer notre application sur le serveur. Donc là encore, ça prend un petit peu de temps. Et enfin, une fois qu'on a fini, on va redémarrer Apache et MySQL et on se rend compte que ça ne marche pas. On fait souvent des erreurs de syntaxe, c'est humain, ça arrive à tout le monde. Donc vous allez partir débugger votre infra, votre serveur. Finalement, vous redémarrez ça, vous avez passé un quart d'heure à débugger ce que vous avez fait et ça marche enfin. Donc ça, c'est bien. Une fois que vous l'avez fait sur votre serveur, vous êtes tranquille. Maintenant, vous voulez le faire sur 40 serveurs. Le problème de le faire sur 40 serveurs, c'est vous n'allez pas le faire 40 fois manuellement. Donc, la première idée qu'on a finalement, c'est on va faire un script. Un script en Bash, un script en PHP, un script en Perl, en Ruby, en Python, enfin, ce qu'on veut. Vous allez faire votre script donc, qui déroule les signes que je vous ai présentés juste avant. Donc, finalement, faire un script Bash, c'est pas bien compliqué, c'est à la portée de tout le monde, mais c'est très vite limité. Par exemple, demain, vous voulez déployer ce script sur 30 machines. Bon, vous allez bidouiller un petit peu à la main pour faire des boucles pour chaque serveur. Je vais passer mon petit script. Bon, ça commence un petit peu à prendre du temps. Demain, vous souhaitez modifier ce que vous venez de déployer avec votre script. Donc, vous voulez modifier, je ne sais pas, une ligne d'un fichier de configuration. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez redévelopper un autre script pour modifier le script existant. Bon, on commence à mettre en place des choses qui sont finalement assez lourdes et vos scripts bash, ils font rapidement 500 voire 1000 lignes. Donc finalement, ce n'est pas du tout maintenable. C'est vous qui avez fait le script. Des gens derrière ne pourront pas l'utiliser, pas le modifier. Bon, ce n'est pas du tout adapté. On se rend compte qu'il faut un outil pour mettre ça en place à notre place et de façon automatique et rapide. Et je ne vous parle même pas de déployer votre fameux script sur plusieurs systèmes d'exploitation, un Windows, un macOS, un Linux. Ce script-là, par exemple, ne sera pas compatible sur un macOS ou un Windows. Clairement pas. Donc, il nous faut un outil. Ce fameux outil sera donc centralisé. Il va faire du déploiement centralisé. Il en existe plein de ces outils. Ce fameux outil va pouvoir faire du déploiement automatisé de masse. Je vais pouvoir déployer et mettre en production 500 serveurs de façon super rapide, quelques minutes. La seule limite, ce sera finalement les capacités de votre plateforme. Et la notion qui est très importante ici dans un outil comme ça, ça va être l'abstraction du système d'exploitation. Cette abstraction, en fait, c'est le code que vous allez mettre en place pour déployer tout ça de façon automatique. Il faut qu'il marche sous un Windows, sous un macOS, sous des serveurs sous Linux. Donc ça, actuellement, votre script, il ne le fait pas, et si vous voulez le faire, ça commence à prendre du temps. Donc on a divers produits qui existent sur le marché. Donc ça, c'est les 4 principaux. Il y en a bien sûr un peu plus. Donc le premier, c'est Ansible, créé en 2012, développé en Python, très apprécié des développeurs. Le deuxième, c'est Safe Engine, créé en 2013, développé en C, donc assez récent. Le troisième, c'est un vieil outil nommé Chief, qui a été créé en 1993 et développé en Erlang, qui est encore très utilisé aujourd'hui. Et enfin, Puppet, développé par la firme Puppet Labs, créé en 2005 et développé en Ruby. Donc nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est Puppet. On va voir un petit peu comment c'est fait et à quoi ça sert. Donc Puppet a été développé par la firme Puppet Labs, qui produit notamment Puppet Enterprise. Donc avant toute chose, il faut savoir qu'il y a 2 versions de Puppet. Il y a une version open source, donc qui est libre, qui est publiée en licence Apache 2.0. Et il y a une version Enterprise qui est payant, qui est de l'ordre de 100 $ par serveur que vous allez gérer par an. Donc ça peut rapidement coûter très très cher.
Cette fameuse version Enterprise, elle n'est pas dénuée de choses intéressantes, au contraire. Il y a notamment un petit dashboard centralisé qui rassemble toutes les informations de ce que vous allez faire dans Puppet. Par exemple, vous pouvez tout modifier via ce dashboard, faire des déploiements automatiques, changer des informations très utiles. Donc ce dashboard, il est vraiment très bien fait, très bien intégré à Puppet, et il n'y a pas d'outil équivalent prêt à l'emploi sur le marché en version open source. Et enfin, une chose intéressante aussi, c'est le support des machines virtuelles Amazon EC2. Donc Amazon EC2, c'est le cloud d'Amazon, la plateforme de serveurs virtuels. Vous allez avec Puppet pouvoir discuter directement avec le cloud Amazon et déployer des machines de façon automatique, en passant par Internet. Une chose qu'il faut savoir sous Puppet, c'est qu'il fonctionne sur beaucoup de plateformes, du Mac OS X, du Windows, du Linux et aussi du Solaris. Donc il y a d'autres systèmes moins connus qui utilisent aussi Puppet, mais c'est les 4 principaux et c'est une bonne chose. Donc la version actuelle, c'est la version 4.0 qui est sortie le 16 avril 2015, donc assez récente. Elle est sortie la veille du Puppet Camp à Paris. Donc le Puppet Camp, pour vous faire un petit résumé rapide, c'est une journée annuelle, donc en l'occurrence à Paris, qui rassemble divers ingénieurs de chez Puppet Labs et d'autres entreprises. Et on y aborde notamment plein de sujets autour de Puppet. Donc il y a des conférences toute la journée. C'est assez intéressant. Et à l'occasion de cette fameuse journée à Paris, on en a profité justement pour faire une conférence sur Puppet 4.0 et les diverses nouveautés qui s'y apparentent. Donc il y a pas mal de choses dans Puppet, je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que c'est un petit peu trop technique, mais on peut vite s'apercevoir que Puppet, ça évolue dans le bon sens et c'est plutôt une bonne chose. Donc pour repartir un petit peu dans le côté technique, Puppet va discuter avec nos serveurs, nos agents, comme on va les appeler, via HTTPS, donc avec des certificats SSL. Qui utilise Puppet finalement dans le monde de l'informatique? Eh ben, beaucoup de monde, c'est pas mal du tout. Vous avez Google, vous avez GitHub, vous avez Symantec, Motorola, Twitter, Red Hat. Il faut savoir que par exemple dans le cadre de Google, j'ai vu une conférence il n'y a pas longtemps d'un ingénieur Google qui précisait qu'il ne déploie pas les serveurs avec Puppet, il déploie des postes de travail sous Linux. Donc c'est une utilisation commune de Puppet. D'autres boîtes déploieront Puppet pour faire déployer du serveur. En l'occurrence, Google, c'est du poste de travail. Bon, c'est une façon comme une autre de déployer des choses. Donc, on constate qu'il y a pas mal de clients et le nombre évolue tous les jours et c'est plutôt une bonne chose. Donc, on va maintenant un petit peu parler de l'infrastructure qu'on va mettre en place concernant notre fameux serveur Puppet. Donc, on commence tout simplement par avoir un serveur, donc qu'il soit physique ou virtuel. Sur ce serveur, vous allez installer Puppet. Donc, on va l'appeler le Puppet Master. C'est lui qui va gérer tous les agents, donc tous les serveurs que vous avez un petit peu plus bas. Donc un serveur sous Linux, un serveur sous Windows Server, un PC de bureau comme chez Google et un serveur virtuel. Ce qui est intéressant ici, c'est cette fameuse communication entre nos serveurs, elle se fait en SSL, donc elle est sécurisée. Notre serveur Puppet, donc le Puppet Master, va avoir une base de code qui se trouve sur le serveur Puppet, donc qui est centralisée sur le serveur Puppet. Et cette base de code, je vais, et c'est très important, la versionner. Et dans mon cas, je la versionne sur GitLab, donc qui permet de faire du Git. Ça permet d'avoir une interface web un petit peu comme GitHub. Donc voilà un petit peu l'architecture qu'on peut mettre en place par rapport à Puppet. Bon, c'est une architecture très simplifiée. Hein. Vous pouvez bien sûr avoir plus de choses. On peut avoir plusieurs serveurs Puppet, faire des environnements plutôt scalables. Bon, il y a pas mal de choses qui sont possibles, mais là, j'ai simplifié au maximum. Alors, on va maintenant parler, une fois que donc, notre serveur Puppet est installé, le Puppet Master est installé, on va installer un agent Puppet. Comment on installe un agent Puppet sur un serveur? Sous un serveur sous Debian, tout simplement, on va faire un apt-get install Puppet. C'est aussi simple que ça. Une fois que c'est fait, une fois que le paquet est installé, vous avez un fichier de conf à modifier qui se trouve dans /etc/puppet, qui se nomme puppet.conf. On ne peut pas faire plus explicite. Vous avez une directive serveur dedans où vous lui passez l'adresse du serveur Puppet, donc du Puppet Master, et c'est terminé. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc je l'ai dit juste avant, la communication entre le serveur Puppet et les agents, elle se fait en SSL. Donc pour communiquer, le serveur, enfin le client va devoir générer un certificat. Ce certificat, il est généré côté client et il est soumis au Puppet Master au premier lancement. Donc, dès que vous allez lancer un agent, donc vous voyez plus bas comment on lance un agent, avec la commande Puppet agent -t, il va générer un certificat et ce certificat, il va le pousser au serveur. Il va le soumettre au serveur et le serveur va être libre de lui dire bah oui, j'approuve ce certificat, non, je le révoque parce qu'il ne m'intéresse pas. Donc, une fois qu'on l'approuve, il n'y a plus rien à faire.
on lance un agent, Puppet agent -t, et c'est terminé, il va appliquer les choses qu'il a à faire. Voilà tout simplement comment on installe un agent. C'est simple, c'est rapide, et on peut bien évidemment automatiser ça aussi. Et c'est le but. Alors, rentrons un petit peu maintenant dans le détail de ce qui se passe quand on lance un agent. Ici, je lance mon Puppet agent sur un serveur sous Debian par exemple. Donc, vous pouvez voir les lignes en vert, c'est des lignes d'information. Il récupère les informations requises pour tourner. Il va compiler son catalogue. Donc, le catalogue, c'est la liste des choses qu'il compte faire. Et il applique. Donc là, il applique. On peut voir qu'il installe tout simplement le paquet htop. Vous voyez, install package htop ensure created. C'est-à-dire qu'il a créé le paquet htop, qu'il a installé le paquet htop. Donc là, tout ce qu'il a fait finalement, c'est un apt-get install htop en 7 secondes 66. Voilà ce que fait un agent Puppet et voilà comment il tourne dans le détail. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vrai détail de ce qui se passe quand vous lancez un agent. Donc un agent Puppet, vous allez le lancer sur votre serveur client, donc le node tout en haut. Il faut savoir que cet agent Puppet, par défaut, il est configuré en tant que service. Il se lance tout seul toutes les demi-heures. Donc il y a un service qui, toutes les demi-heures, va lancer Puppet et appliquer les choses qu'il a appliquées. Donc là, en l'occurrence, quand il se lance, le client va commencer à rassembler une liste d'informations qu'on appelle des facts. Ces facts, c'est tout simplement des variables qui sont propres au système. Ces variables, c'est notamment le nom du serveur, son IP, l'adresse MAC de la carte réseau, les partitions qui sont dessus, la version du noyau si c'est un Linux. Bref, énormément d'informations. Vous pouvez bien sûr faire des facts personnalisés dans votre infrastructure. Une fois que c'est fait, le client va soumettre ces facts à notre Puppet Master. Ce Puppet Master, il compile toutes les informations et il va en déduire un catalogue. Ce catalogue, c'est la liste des choses qu'il compte faire. Donc, installer un paquet, configurer un fichier, supprimer quelque chose, enfin, peu importe. Une fois que ce catalogue est mis au point, il va le soumettre à notre client. Et une fois qu'il est soumis, ce client, tout simplement, il applique notre catalogue. Donc là, il va installer, dans mon cas précédemment, le paquet htop. Voilà. C'est comme ça que fonctionne un agent. Une fois qu'il a appliqué son catalogue, il va en déduire un rapport. Le rapport, c'est la liste des choses qu'il a essayé de faire ou qu'il a fait. Donc, j'ai l'information dans ce rapport si quelque chose s'est mal passé, pourquoi ça s'est mal passé. Donc, ce rapport, il est généré sur le client et encore une fois, il est resoumis au Puppet Master. Ce Puppet Master, il récupère tous les rapports et vous pouvez, au choix, ces rapports, vous pouvez éventuellement les stocker dans des fichiers plats, les stocker au format XML, les envoyer dans une base MySQL, Postgre, Mongo, au choix. Vous pouvez aussi avoir un énième serveur qui va servir de collecteur de rapports, et ce serveur va récupérer tous les rapports et les compiler. Les compiler, ça veut dire vous mettre à disposition, par exemple, une interface web qui vous affichera par serveur la liste des derniers rapports avec les couleurs qui vont bien pour vous dire attention, ça s'est mal passé, ça s'est bien passé, et faire éventuellement de l'alerting. Voilà comment fonctionne un agent Puppet. On va un petit peu maintenant rentrer dans le détail de notre fameux code Puppet. Donc voici l'arborescence à gauche qu'on va versionner dans notre dépôt Git. Donc on commence par un dossier manifeste avec un fichier qui s'appelle site.pp. Ce fichier site.pp, donc les fichiers .pp, c'est les fichiers Puppet, c'est du code Puppet. Ce fichier site.pp, il va contenir des directives Node, des ressources Node. La ressource Node que vous voyez en rouge, je lui passe une expression régulière, donc là en l'occurrence étoile.domaine.com. Étoile.domaine.com, donc tous les serveurs qui s'appellent quelque chose.domaine.com, je vais leur appliquer la classe JBoss. Parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Puppet, c'est de la programmation orientée objet, donc c'est des classes, c'est de l'héritage, donc il y a pas mal de choses qui sont possibles à ce niveau-là. Donc là, en l'occurrence, tous les serveurs qui commencent par, dont le nom est quelque chose.domaine.com, je leur applique la fameuse classe JBoss. Cette classe JBoss, en fait, c'est ce qu'on appelle un module. Des modules dans Puppet, il y en a énormément. Vous avez un module pour Apache, vous avez un module pour PHP, un module pour MySQL, vous avez vos propres modules pour faire votre propre code. Ces modules, ils sont versionnés juste à côté du dossier manifeste. Donc vous avez un dossier par module, donc là j'ai mon dossier JBoss. Et si on rentre un petit peu dans le détail de notre module, vous pouvez voir qu'il y a 3 dossiers importants. Donc en vérité, il y en a un peu plus, mais là c'est les 3 vraiment dossiers les plus primordiaux. Vous avez le dossier Files, qui contient la liste des fichiers statiques qu'on va déployer avec Puppet. Donc, ça va être des fichiers qui vont être communs à tous les serveurs qu'on va gérer. Il n'y aura pas de différence. Vous avez, à l'inverse du fichier Files, le dossier Templates.
template qui contient des fichiers dynamiques. Donc ces fichiers dynamiques, tout simplement, c'est des fichiers qui vont varier en fonction du système sur lequel on va déployer notre code. Par exemple, je peux faire des fichiers avec des templates, donc c'est du format ERB, donc c'est des templates Ruby. Je peux mettre par exemple un fichier avec une variable sur l'IP de mon serveur. Donc chaque serveur aura un fichier avec son IP dedans et sera propre à ce serveur. Et enfin, le dossier manifeste qui contient des fichiers .pp, donc du code Puppet. Et c'est là qu'on va voir tout notre code Puppet. C'est là que vous allez détailler tout ce que vous allez faire avec Puppet. Donc il y a des conventions à respecter dans Puppet, notamment celle que je vous ai présentée juste là, donc un fichier config, un fichier init, un fichier install, params et service. Ces fichiers sont assez importants. Donc init.pp, c'est le point d'entrée de notre module. C'est là qu'on va mettre notre classe JBoss, c'est là qu'on va déclarer notre classe. Et dans config, install et service, ça va être d'autres classes. Donc je vais avoir une classe config, une classe install, une classe service. C'est là que je vais installer, configurer et gérer le service que je vais déployer. Et le fichier params.pp, ça va être des fichiers, ça va être des variables tout simplement avec des paramètres par défaut de mon application, de mon module. Donc voilà un peu comment fonctionnent les modules. Et avant de rentrer un peu dans le détail du code Puppet, je voudrais qu'on aborde surtout la forge. La forge qui est disponible sur forge.puppetlabs.com. C'est une interface web, un site web, qui contient plus de 3000 modules qui sont disponibles gratuitement et la plupart libres, en libre accès pour tout le monde. Donc ces modules, par exemple, il y aura des modules Apache, des modules PHP, des modules MySQL, développés par des particuliers, développés par des entreprises. Donc là, en l'occurrence, on peut voir que moi, j'ai tapé dans la barre de recherche Apache. Si vous tapez Apache sur la forge, vous verrez qu'il y a une trentaine de modules qui sont listés. Vous pouvez voir que le premier module qui est officiellement supporté sur Puppet, c'est celui de Puppet Labs, donc développé directement par les créateurs de Puppet. Donc bon, c'est un certain gage de sérieux et de qualité. C'est aussi le module le plus utilisé, le plus téléchargé sur la forge, donc c'est quand même un gage de sérieux. Le message que j'essaie de faire passer par rapport à cette forge, c'est qu'il est important de ne pas redévelopper la roue. On ne réinvente pas la roue. S'il y a des modules Apache qui sont disponibles sur la forge, on les utilise. On ne va pas les redévelopper. Ça ne sert à rien de redévelopper des modules qui sont là. Ce n'est pas utile. Vous allez redévelopper votre module Apache, vous allez passer des jours dessus et vous n'allez même pas arriver au niveau de celui de Puppet Labs, à moins vraiment d'y investir énormément de temps. Nous aussi, ce n'est pas le but. Donc, je vous invite vraiment à utiliser les modules qui sont disponibles sur la forge, les récupérer. Donc, généralement, ils sont versionnés sur GitHub. Et en l'occurrence, le module Apache de Puppet Labs fait 90% des choses dont vous aurez besoin avec Apache. Alors, vous êtes en droit de me poser la question de ces fameux 10% restants. Si demain, vous voulez faire quelque chose avec ce module Apache qui n'est pas possible de faire via le module Apache de Puppet Labs, bah, comment vous faites? Eh bien, tout simplement, si vous avez envie de toucher au code, vous pouvez récupérer le code du module de Puppet Labs, le modifier, resoumettre vos modifications et soumettre une pull request pour dire bah, tiens, j'ai rajouté telle fonctionnalité. Un senior de chez Puppet Labs va pouvoir valider cette pull request ou la décliner justement. Donc voilà, je vous invite vraiment à utiliser le module de la forge. Et ce qui est important ici, c'est de ne pas justement réinventer la roue. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans les ressources, donc notre fameux code Puppet. Le code Puppet, c'est ça. C'est une ressource, donc la première ressource qui est importante, que vous utiliserez forcément si un jour vous faites du Puppet, c'est File. File, ça crée un fichier ou un répertoire. Donc dans mon cas, je vais créer un fichier qui s'appelle /tmp/fichier1. Donc là, la directive, le petit paramètre en violet qui s'appelle ensure, il est assez important, il est présent sur toutes les ressources, enfin quasiment toutes les ressources. Je m'assure là uniquement que le fichier /tmp fichier1 est présent, tout simplement. Donc owner et groupe, je lui passe les paramètres de qui est le propriétaire du fichier, qui est le groupe propriétaire du fichier. Les modes, enfin le mode, pardon, c'est les droits numériques Unix. Et content, c'est le contenu du fichier. Donc là, tout simplement, quand mon catalogue va s'appliquer, juste créer un fichier /tmp fichier1 avec comme contenu hello world. Donc ici, à la place de ce hello world, je peux très bien passer une fonction template et récupérer des infos de mon template ERB qui sont dans mon dossier templates, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'il y a bien plus d'attributs que je ne les liste là. Il y a bien plus d'attributs qui sont disponibles pour le fichier files. Il y en a une bonne trentaine. Certains sont spécifiques à Windows, comme tout ce qui est relatif à Active Directory. Donc, il y a des choses qui sont aussi spécifiques à macOS. Enfin, bref, il y a beaucoup d'attributs, beaucoup de paramètres.
À droite, vous avez la même déclaration, sauf que ici, à la place de présente, on va mettre directory. Donc là, j'ai juste créé un dossier avec comme propriétaire root, le groupe root, et les droits 755. Donc voilà comment on déclare un fichier dans Puppet et comment on déclare aussi un dossier. Deuxième ressource importante, package. Package qui permet d'installer un paquet, donc installer un logiciel. Dans mon cas, vous avez vu tout à l'heure sur le déroulement de l'agent Puppet que j'ai installé le paquet htop. Voilà comment, sous Puppet, on installe le paquet htop. On lui passe juste la directive package, le nom du paquet, ensure installed. Je m'assure juste que le paquet est installé. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette ressource package, c'est qu'elle abstrait totalement le système d'exploitation. Ce code va marcher sur des serveurs sous Debian, Ubuntu, sur des systèmes OS X, sur des systèmes Windows. Si vous voulez installer des paquets Ruby ou Python, eh ben, il y a le provider Gem et Pip. Donc ça abstrait totalement l'OS et c'est quelque chose qui est vraiment utilisé dans Puppet. Troisième ressource intéressante, la ressource service. Donc la ressource service, c'est celle-ci même qu'on va mettre dans notre fichier service.pp. Ce service, donc ici, je déclare un service postfix. Je m'assure tout de suite qu'il est running, donc il est bien lancé au démarrage. Et enable égale true, ça sert tout simplement à ajouter, à activer le service au démarrage du système. Dès que mon serveur va redémarrer, je vais lancer mon service. Et as restart et as status aussi pour lui passer l'information si oui ou non il y a un paramètre restart et status à mon service. Et encore une fois, ça abstrait l'OS, donc ça veut dire que c'est utilisable sous Debian, OS X et Windows à travers la console service.msc, pour ceux qui connaissent. Dernière ressource, la ressource user. User donc, qui permet de déclarer un utilisateur. Ici, je déclare uniquement un utilisateur Geoffrey, je m'assure qu'il est bien présent. UID, GID pour les attributs numériques de groupe Linux et d'utilisateur Linux. Home shell command, donc des attributs qui permettent de déclarer le dossier par défaut, le shell et un petit commentaire. Il faut savoir encore une fois qu'il y a bien plus de paramètres, des paramètres notamment spécifiques à Windows, pour tout ce qui est Active Directory. Donc voilà comment on déclare un utilisateur. Donc on ne va pas lister toutes les ressources ici, ce n'est pas le but, mais il faut savoir qu'il y en a un bon paquet, il y en a une bonne quarantaine sur la doc de Puppet. Ces ressources donc, sont bien évidemment natives, vous pouvez les utiliser dans tous les modules. On peut quand même en lister quelques-unes. Cron qui permet de déclarer une tâche planifiée, donc sous Linux ce sera dans la cron tab, sous Windows ce sera une tâche planifiée. Groupe qui permet d'ajouter un groupe d'utilisateurs. Interface qui permet d'ajouter une IP, donc de déclarer une interface réseau à votre serveur. Et enfin exec qui permet d'exécuter une commande personnalisée. Alors je place un petit bémol sur cette fameuse commande exec. La commande exec, donc vous passez n'importe quelle commande et Puppet l'exécutera sans soucier du résultat. Je vous déconseille vraiment de l'utiliser parce que théoriquement, vous pouvez normalement, et je le mets entre guillemets, tout faire dans Puppet. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est qu'il manque une ressource et qu'il manque un module qui permet de faire justement ce que vous avez besoin. Et vous devriez pouvoir développer un module qui permet de contourner ce que vous voulez utiliser avec exec. Donc exec, on l'utilise vraiment en cas de dernier recours, si vraiment vous pouvez n'utiliser que ça. Alors, on va rentrer un petit peu dans le concret avec un exemple, un vrai exemple. Donc, il faut savoir que ici, je déclare, j'installe un postfix, donc un serveur de mail. Il faut savoir qu'il y a un module postfix sur la Forge, bien évidemment, qu'il est disponible et qu'il est très efficace. En l'occurrence, moi, je voulais juste avoir une vingtaine de lignes de code, donc j'ai redéveloppé un petit peu le module. Ici, qu'est-ce que je fais? J'installe postfix, donc package postfix. Je déclare un nouveau fichier. Donc avec les paramètres que vous avez vus tout à l'heure. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est le paramètre content. Donc là, je lui passe une variable qui s'appelle fqdn. Fqdn, c'est quoi? C'est un fact. Les facts, c'est la liste des informations que le système connaît. Donc en l'occurrence, fqdn, c'est le nom du serveur. Donc là, j'ai juste créé un fichier etc name avec le nom du serveur dedans. Et enfin, les deux arguments qui sont très intéressants à la fin, notify et require. Notify, ça vous permet de dire, dès que j'ai créé mon fichier etc mailname, je vais notifier ce que j'ai à droite, donc le service postfix, de redémarrer. Dès que j'aurai créé mon fichier, dès que je l'aurai modifié, supprimé, je vais redémarrer le service postfix. En dessous, require, donc à l'inverse de notify, tant que le paquet postfix n'est pas installé, je ne créerai pas le fichier. Il ne sert à rien tant que le paquet postfix n'est pas installé. Donc là, en l'occurrence, require, ça permet de gérer l'installation du paquet postfix avant la création du fichier. Service, c'est la même chose.
je fais un require sur un fichier main.cf et sur le package postfix. Donc là, c'est comme ça qu'on finalement enchaîne le déroulement d'un agent Puppet, installer le package postfix en premier, notifier le service quand un fichier est créé, quand il est modifié, donc il peut être modifié automatiquement, hein, bien sûr. Voilà comment on déroule un peu les choses. Enfin, on va un peu présenter tout ce qui se passe autour de l'écosystème de Puppet, ce qu'on a comme technologie et qu'il faut utiliser. La première technologie que je vous invite à utiliser et à même abuser, c'est du versionning. Il faut versionner son code, c'est très important. En l'occurrence, moi j'utilise Git avec Gitflow, donc vous êtes libre d'utiliser Git, Subversion, Bazaar, CVS, il y en a plein. En l'occurrence, Git c'est le plus utilisé. Je fais du Gitflow, donc j'ai une branche développe, une branche de production, une branche de recette, une branche de développement, une branche par nouvelle fonctionnalité, bref, du Gitflow. Je fais généralement une branche par nouveau module que je vais créer. Et enfin, chose sur laquelle je veux vraiment mettre un point d'exclamation, je fais des pull requests. Les pull requests, c'est je soumets, une fois que j'ai terminé mon travail, ma branche à validation dans la branche master. Donc dès que j'ai fini, je vais soumettre mon code. J'aurai une interface web sur GitLab ou GitHub qui permet de faire la différence entre le code de ma branche et le code de la branche de production. C'est comme ça qu'on met en place de la revue de code assez simple. Donc voilà, Git, très important et vraiment à utiliser. Deuxième composant très utilisé dans Puppet, Yera. Yera, c'est quoi? Ça permet tout simplement de séparer les données variables, donc des variables, de vos modules. Vous n'aurez pas de données spécifiques à votre infrastructure dans vos modules. Ici, nos modules, par exemple le module Apache de Puppet Labs, vous n'allez pas le modifier pour ajouter des informations spécifiques à vos serveurs. Ça ne servira à rien. Et le jour que vous voulez mettre à jour le module Apache de Puppet Labs, vous devrez merger les modifications que vous avez faites avec les modifications de Puppet Labs, donc ce n'est pas le but. En l'occurrence, Yera, ça permet de créer des fichiers YAML, et vous avez là un exemple de variables et de tableaux que je passe à Yera. Donc ce qui est intéressant dans Yera, au-delà du côté variable, c'est le data bindings. Le data bindings, c'est quoi? Donc là, je vais prendre un exemple très simple. Je déclare une nouvelle classe postfix. Cette classe postfix, vous pouvez voir à la ligne 3 qu'elle hérite de params, donc params qui est déclaré juste plus bas. Dans params, je lui donne une nouvelle variable, donc server myDomain, qui contient mail.example.com. Cette variable, je la récupère donc dans la classe postfix. Et si j'exécute mon code, très logiquement, si on fait abstraction d'Yera et qu'on oublie Yera pour le moment, mon code, ma variable server myDomain, elle contiendra mail.example.com, ce qui est logique. Maintenant, on rajoute notre petite couche Yera. Si à la compilation du catalogue, il voit que j'ai un fichier YAML qui concorde avec le serveur sur lequel j'essaie d'appliquer Puppet, eh ben, je lui passe une variable donc postfix, donc le nom de ma classe, la variable que j'essaie de surcharger, et je passe la valeur. Donc là, en l'occurrence, dès que mon code va retourner, va se relancer, ma variable va contenir versus main.eu, tout simplement. Voilà, pardon. Voilà, c'est comme ça qu'on surcharge un petit peu les variables dans Puppet. Ce qu'il faut savoir, c'est que Yera permet bien plus de choses, notamment tout ce petit côté hiérarchie. Vous allez avoir des valeurs par défaut dans un fichier Yera, donc on peut appeler par exemple common.yml, et vous allez pouvoir les surcharger via des fichiers qui sont par exemple spécifiques au serveur. Vous allez pouvoir avoir des variables, pour le coup, vraiment très variables, donc spécifiques au système sur lequel vous allez appliquer Puppet. Une dernière notion très importante dans Puppet, le NOP. Donc le NOP, qu'est-ce que c'est? C'est juste un argument que vous allez passer dans le fichier etc puppet.conf, donc sur le serveur que vous gérez. Le NOP, si vous le passez à true, ça permet de ne pas appliquer automatiquement le catalogue. Il faut savoir que quand l'agent se lance automatiquement toutes les demi-heures, il va appliquer le catalogue. S'il a quelque chose à installer, il va l'installer sans vous demander la permission. C'est le rôle de Puppet. Nous, si on veut contrôler un petit peu ce qu'il fait et surtout ce qui se passe, on va appliquer donc cette politique du NOP. Et quand je vais lancer mon agent en Puppet agent-t comme d'habitude, il va m'afficher des informations. Je vais essayer d'installer le package top, mais je ne le fais pas parce que je suis en dry run, parce que je suis en NOP. Je vais créer le fichier là, mais je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas censé le faire. Et une fois que vous avez validé toutes ces modifications, vous allez lancer Puppet agent avec l'argument -no NOP. Tu ne fais plus de NOP, tu le repasses à false. Et là, il va appliquer toutes les modifications. Voilà. Le NOP est très utilisé dans les infras, les grosses infras. Quand vous n'êtes pas sûr de votre coût, c'est très utile et ça vous permet d'appliquer les catalogues quand vous le voulez. Une dernière notion, donc, les environnements.
Puppet, c'est très bien, vous bossez sur votre base de code. Si vous bossez tout seul, parfait. Par contre, quand vous commencez à bosser à 10 sur la même base de code et que vous commencez à modifier les mêmes fichiers en même temps, que quand vous committez, vous emportez les modifications des autres, bon, il faut rapidement trouver une solution pour travailler de façon séparée. C'est le rôle des environnements. Les environnements, ça me permet d'avoir une base de code par personne. Donc, je vais avoir une base de code pour moi, une base de code pour mon collègue. Ces bases de code, elles sont bien sûr versionnées, donc c'est des branches Git. Et c'est ça l'avantage de cette notion de Git. Vous avez une branche par environnement. Et chose intéressante aussi, dès que je vais vouloir créer un nouveau module, faire une nouvelle fonctionnalité, je vais faire une nouvelle branche, donc que j'appelle mon nouveau module, et je vais pouvoir bosser à plusieurs dessus. C'est ça aussi l'avantage de Git et des environnements. Vous pouvez soit travailler seul sur votre environnement, soit créer de nouveaux environnements pour travailler à plusieurs dessus. Voilà, c'est le rôle de Puppet aussi de tout cet aspect collaboratif. Et enfin, on va un petit peu parler de Foreman. Foreman, qu'est-ce que c'est? C'est un ENC, c'est un External Node Classifier. C'est tout simplement un programme qui est appelé par le serveur Puppet au moment où le catalogue va être compilé. Donc mon agent, je le lance Puppet agent-t, il va demander au Puppet Master sa configuration, l'ENC va être appelé, il va lui dire quelle classe j'applique? Qu'est-ce que tu veux que j'applique? Il va lui dire classe JBoss, classe Apache, MySQL, PHP. Et finalement, cet ENC lui renvoie donc toute la liste des choses qu'il doit faire. Et c'est comme ça que le serveur connaît la liste des choses à faire. Si vous utilisez le fichier site.pp qu'on a vu tout au début, quand vous commencez à avoir, je ne sais pas, 500 serveurs, le fichier site.pp, il fait 10 000 lignes, il est ingérable. C'est à ça que sert l'ENC. Ça permet de surcharger tout ça et d'avoir cette notion de classe à la demande. Donc un exemple de NC, c'est Foreman. Foreman, c'est une interface web qui est faite en Ruby, qui rassemble notamment les rapports d'erreur et de succès de Puppet. Donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a des collecteurs de rapports sur Puppet. Ça, c'est un collecteur de rapports. Vous pouvez envoyer tous vos rapports à Foreman. Il les classe dans une interface web. Il vous affiche pour chaque serveur la liste des rapports. Vous pouvez bien sûr faire des statistiques sur l'ensemble de vos agents. Foreman remonte tout ce qui est facts. Donc sur la liste de mes facts, je peux faire des statistiques. Quels sont mes serveurs sous Debian? Quels sont mes serveurs avec Debian 7.6? Quels sont les serveurs avec TLIP? Enfin, vous pouvez avoir plein d'informations. Vous pouvez faire des graphiques intéressants. Et c'est ça aussi la force de Foreman. Foreman gère aussi les environnements, donc j'ai une petite page j'ai un petit menu déroulant sur la page de mon serveur où je peux changer dynamiquement l'environnement. Je peux passer de l'environnement de mon collègue au mien de façon claire et transparente en 3 clics. Donc voilà, Foreman c'est très important et Foreman finalement remplace un petit peu le dashboard de Puppet Enterprise. Il n'est pas aussi efficace, il n'est pas aussi beau, il n'est pas aussi puissant, mais ça le remplace un petit peu et ça permet de faire à la limite je vous dirais 60-70% des choses que vous ferez avec le dashboard de Puppet Enterprise. Donc voilà à quoi ressemble Foreman. Vous voyez, c'est un outil pour Admin 6, finalement c'est pas si moche. Donc il y a toujours ces fameux diagrammes. Vous avez des informations sur l'état de votre infrastructure à l'instant T. Vous pouvez voir que là par exemple, à gauche, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais j'ai 19 serveurs qui sont en attente de changement. C'est-à-dire que moi, j'ai appliqué la politique du NOP sur mon infrastructure. Les serveurs n'appliquent pas tout seuls leur catalogue. Là, j'ai 19 serveurs qui sont en attente de l'application du catalogue. Ça veut dire que j'ai 19 serveurs potentiellement qui vont faire quelque chose quand je vais lancer un agent Puppet. Qui vont installer un paquet, créer un fichier, enfin, peu importe. En parallèle à ça, j'ai 11 serveurs qui sont donc ouverts dans un état nominal qui n'attendent rien. Donc voilà Foreman. Si on rentre maintenant un petit peu dans le détail de la page d'un serveur, vous pouvez voir, encore une fois, des graphiques, des petits tableaux. Vous avez notamment des informations sur les facts, un bouton facts, un bouton rapport, un bouton audit. Donc les rapports, vous avez toujours accès aux rapports, les facts du système d'exploitation. Vous voyez en dessous l'environnement Puppet. Donc l'environnement, il est dans l'environnement JBovin, mon environnement. Et il me suffit de cliquer sur le petit bouton éditer pour le passer dans mon environnement. Donc voilà, Foreman, comment ça se présente. Donc je vous invite à utiliser Foreman si jamais vous faites du Puppet. Ça permet d'avoir un dashboard qui est vraiment très clair, très puissant. Et il y a d'autres, bien sûr, dashboards pour Puppet. Il y a énormément de choses autour de l'écosystème de Puppet. Et Foreman en est un exemple concret. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation de Puppet. Je vous remercie à tous d'être venus.
Je vous invite à poser maintenant toutes les questions qui vous traversent l'esprit. Et voilà. Merci à tous. Dis-moi. Moi, j'ai une question. Quand tu vas monter ton serveur, tu vas avoir besoin d'avoir accès à des services externes, par exemple pour télécharger du code, pour mettre à jour tes applis. Comment tu gères la gestion des clés SSH des différents utilisateurs? Alors, le souci ouais. Via Puppet, tu peux bien sûr générer des clés SSH. Tu peux les stocker. Il n'y a pas de méthode magique pour, par exemple, interagir avec, je prends l'exemple d'un GitHub ou d'un GitLab. Si le produit en question fournit une API qui te permet de pousser ta clé, tu peux faire un petit module où tu pousses ta clé et en fonction de ça, ajouter cette clé à GitLab ou à GitHub. Il n'y a rien qui est prévu dans Puppet et je vois difficilement comment tu peux prévoir pour tous les services existants comment pousser ta clé SSH. J'ai une autre question. Dans Ansible, il est possible de chiffrer les mots de passe que tu mets dans tes fichiers de configuration pour éviter qu'ils soient en clair et visibles sur le deploy. Est-ce qu'il existe la même chose dans Puppet? Oui. Alors, généralement, on utilise Hiera pour stocker ces mots de passe. Il y a un supplément à Hiera qu'on appelle IAML, donc EIAML, qui permet de crypter ces mots de passe. Donc, tu as des clés qui sont générées sur ton serveur Puppet, et de là, tu peux encrypter donc, soit des informations, des champs texte, soit des fichiers. Et tu mets le contenu de ce cryptage, tu as une chaîne de caractères longue comme mon bras, que tu peux placer dans ton fichier Hiera. Donc voilà, c'est comme ça que tu stockes les mots de passe de façon cryptée. D'accord, merci. Je t'en prie. Moi, j'ai une question aussi. Oui. Est-ce que le micro marche? J'ai une question aussi. Quant à la philosophie NoOp sur tes serveurs, genre là, tu avais 19 serveurs qui sont en NoOp, donc qui sont en attente de mise à jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu ailles sur chaque serveur séparément pour voir ce qui aurait été affecté et que tu relances l'agent à la main avec NoOp pour les valider sur les 19 serveurs? Alors oui et non. Déjà, tu peux savoir dans Foreman, tu as les rapports, donc tu peux savoir ce que le serveur aurait fait. Donc tu peux facilement savoir. Par contre, oui, après, il faut passer sur chaque serveur et appliquer le catalogue Puppet. Quand tu as des serveurs qui sont déjà en place avant d'avoir Puppet, tu as un existant que tu ne peux pas bien souvent supprimer. Tu as des gens qui bossent sur les serveurs en question. Donc tu ne peux pas finalement appliquer le NoOp, sinon tu risques de tout casser constamment. Des confs Apache, des confs sudo. Et finalement, le NoOp, c'est une bonne chose quand tu ajoutes Puppet à une infra existante. D'accord. Okay. Quand tu commences de zéro, c'est bien plus simple. Ok, merci. J'ai une autre question. Ma question était celle-ci. Tu as parlé de différents environnements avec en particulier Linux, Windows, macOS. Et tu as donné l'exemple d'installer HTOP sur macOS. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ok, la syntaxe marche sur toutes les distribs. Qu'est-ce qui se passe quand le paquet n'est pas disponible sur une distrib? En l'occurrence, HTOP, je ne suis pas sûr qu'il soit disponible sur macOS. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pour macOS. Par contre, en revanche, généralement dans le fichier params.pp, tu peux récupérer dans les facts le système d'exploitation. Donc, tu peux lui dire, en fonction de chaque système, lui donner le nom du paquet que tu vas installer. D'accord. Et tu peux dire, par exemple, pour macOS, je ne veux rien faire parce qu'il n'y a pas de paquet disponible pour macOS. Donc, tu peux facilement prévoir ce cas. C'est généralement ce qu'on fait pour prévoir les différentes versions de Debian. Quand les paquets sont renommés, tu fais un case tout simplement pour dire, en fonction de telle distrib, tel paquet. Ok. Merci. Alors, c'est une question bien sûr d'ordre plus général sur Puppet. Quel est l'intérêt d'avoir un Puppet pour gérer des serveurs Windows? Est-ce que c'est un intérêt? Oui, c'est un intérêt parce que finalement, tu ne feras pas autant de choses que sur un serveur Linux, mais il y a tout intérêt à versionner, à puppetiser un serveur sous Windows. Je ne vois pas en fait la différence par rapport à un serveur sous Linux.
Sous Windows, j'imagine qu'il y a déjà des outils d'administration de serveurs multiples qui sont fournis dans les environnements Microsoft de manière générale, qui permettent d'automatiser un certain nombre de tâches que tu peux faire. Et ma question va plus loin également. Quel est l'intérêt d'avoir un Puppet quand tu as, on va dire, un environnement de type VMware qui te permet de faire ce genre de choses avec tout un ensemble de machines virtuelles que tu peux mettre à jour, etc. Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Alors, il y a toujours un intérêt. On ne peut pas tout faire sous VMware, comme on ne peut pas tout faire sous Puppet. Donc, je dirais que les deux iront ensemble. De là à dire que Puppet est largement utilisé sous Windows, non. L'intérêt de Puppet, c'est principalement sous les systèmes Red Hat et Linux, Debian ou Ubuntu. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans les références que tu as montrées tout à l'heure, il y avait VMware. Oui. Alors ça m'a interpellé. Alors, je ne sais pas comment ils l'utilisent tous, chaque client, mais je sais qu'ils s'en servent aussi pour déployer des serveurs. Donc, finalement, il y a les templates VMware, mais il y a des choses qu'on aimerait. Enfin, c'est différent, VMware et Puppet. VMware, c'est de la machine virtuelle. Puppet, c'est plutôt de la configuration. VMware ne permet pas de changer des configurations à la volée, par exemple. D'accord, je ne savais pas. Je pensais que c'était faisable. C'est un des arguments, il y en a d'autres, mais je dirais que Puppet et VMware iront ensemble, mais ne sont pas dépendants l'un de l'autre. Ok. Donc, ma petite question concerne l'installation des serveurs en eux-mêmes, la préconfiguration en fait. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent? Pour créer un serveur? Créer un serveur, voire ne pas aller jusqu'à créer, avoir déjà une machine virtuelle configurée, mais installer le système d'exploitation dessus en fait. Ouais. Alors, ça dépend de la couche de virtualisation que tu as derrière. Par exemple, pour un serveur physique, il n'y a pas de magie. Il faut toujours créer le serveur à la main, le lancer. Tu peux lancer Puppet, il n'installera pas le système tout seul. Par contre, pour tout ce qui est virtualisation, tu peux déployer des serveurs Puppet, enfin des serveurs Debian en un clic. Donc tu peux le faire par exemple, il y a une couche Xen que tu peux créer sous Puppet. Tu peux lui dire, bah, tiens, j'ai un fichier IRA avec la liste de mes serveurs virtuels, et quand tu lances l'agent, le serveur Puppet sur ton serveur de virtualisation, il va créer toutes tes machines automatiquement. Il suffit d'avoir le bon module pour créer ta machine, et ça fera le travail tout seul. Mais pour les serveurs physiques, non, il n'y a pas de magie, tu es toujours obligé d'installer le serveur à la main. Il n'y a pas des installations à distance Si, bien sûr. Ce ne sera pas du Puppet, mais quoique, si, on doit pouvoir, quand c'est bien, je sais que Foreman permet de faire du provisionnement, ça doit pouvoir se faire. Pour moi, ça doit pouvoir se faire. En général, on se sert plus de Foreman et de Puppet sur des environnements virtuels, mais pourquoi pas des environnements physiques, il n'y a pas de raison. Je repense à l'exemple que tu nous as donné. Je vais créer un fichier, on va s'assurer qu'il est présent. Comment ça se passe si, avec la configuration là, tu veux éditer un fichier qui existe déjà? Par exemple, c'est un fichier avec écrit dref.eu dedans et tu écris tout à la place. Un fichier que tu as déployé à la main juste avant? Pas à la main, non, déployé avec Puppet. Où avant, on avait une config qui disait le fichier il doit être présent et il doit contenir dref.eu. Et tu mets à jour ta config Puppet et tu dis maintenant le fichier il doit contenir Toto. Alors, tu fais évoluer une configuration de fichier en fait, dans un fichier. Ouais. Comment ça marche? Il remplace le fichier, il s'assure que le fichier n'ait pas été modifié à la main entre temps. Alors, quand Puppet va se lancer, quand il va s'exécuter, il va t'informer que le fichier est différent de l'état nominal qu'il souhaite avoir. Donc, il va t'afficher le diff. Il va te faire un diff entre les deux fichiers. Donc, il va te dire, je supprime ça, je rajoute ça. D'accord. Et dans le cas où tu fais ça sur 1000 serveurs et que tu n'es pas en op, il te prévient quand même ou du coup il écrase? Enfin... Ce sera disponible dans les rapports, encore une fois. D'accord. Donc, il va écraser. D'accord. Oui, il écrase, mais voilà. il le log et il le remonte dans le rapport et tu peux savoir que tu as tout cassé. Quoi. Voilà. Tout à fait. En même temps, si tu as 1000 serveurs, tu ne vas pas le faire à la main. Voilà. C'est aussi l'intérêt de Puppet.
Bah, du coup, je rebondis sur ce qu'il vient de poser comme question. Si tu as un fichier de config qui fait 1000 lignes, par exemple, tu veux modifier la ligne, je sais pas, 13, tu veux juste changer la valeur. Est-ce qu'il a cette logique d'atomicité par ligne pour les fichiers, ou est-ce qu'il faut refaire le template de ton fichier et faire des phrases? Alors, nativement, il ne l'a pas. Par contre, il y a des modules, je prends l'exemple de DataCat, il y a d'autres modules que je n'ai pas en tête, mais il y a des modules qui permettent de modifier ligne par ligne, de faire ce qu'on appelle des fragments. Donc ton fichier est découpé en plusieurs morceaux, et tu peux dire, bah, tiens, telle partie-là, je vais la modifier, telle partie-là, je vais la modifier, telle partie-là, c'est un template, telle partie-là, c'est un fichier statique, enfin, c'est un morceau statique, et il a cette notion de ligne par ligne. Ouais. C'est pas natif, mais tu peux l'avoir dans un module que quelqu'un fait. Parce que ça paraît quand même fréquent. Oui, tout à fait. Et on peut avoir aussi plusieurs règles qui s'appliquent de modification de lignes sur le même fichier. S'il n'y en a qu'une seule qui change, est-ce qu'il est capable de gérer le fait que bah, celle-là a changé, donc il doit refaire le fichier et du coup réappliquer toutes les autres règles qui s'appliquent au même fichier? Non, il est intelligent, il va modifier que le fragment en question. Donc, vraiment, il modifie le fichier et il ne le recrée pas. Bah, il est obligé de le recréer. Donc il faut qu'il arrive à déterminer qu'il y a plusieurs... Il faut qu'il arrive à le reconstruire de zéro, ouais. Il faut qu'il soit capable de ça, ouais, tout à fait. Normalement, tu es censé avoir un système, un statut nominal de ton infrastructure, donc il est obligé de connaître le contenu de ton fichier, de A à Z. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de connaître la gestion des dépendances au niveau des packages qui sont par exemple fournis par la Forge. Imaginons qu'on installe un LAMP d'à côté, on installe une autre dépendance qui a besoin de MySQL aussi. Comment est-ce qu'il va gérer ça? Au niveau des modules Puppet, Oui. quand tu récupères un module sur la Forge, il t'affiche les dépendances. Ce n'est pas géré nativement, mais tu as la liste des dépendances, donc ton module ne fonctionnera pas tant que tu n'as pas ces dépendances. Il va t'informer, attention, il manque la classe DataCat, par exemple, pour les fragments. D'accord. Il sera assez intelligent pour pouvoir essayer d'installer des packages qui sont déjà installés et configurés avec... Mais tu parles de modules Puppet ou tu parles de packages qui sont sur le système? J'ai des packages natifs comme Apache. Parce que le package qui était dans la Forge qui permettait d'installer Apache de façon générale. Alors non, ce n'est pas des packages, c'est des modules. Donc c'est du code Puppet. Ce code Puppet, il installe notamment le logiciel Apache, mais il fait bien d'autres choses. Par exemple, dans ton module Apache, tu as des notions pour créer les virtual hosts, pour modifier ta conf Apache. Enfin, tu peux faire énormément de choses. Donc, oui, tu as une dépendance entre modules Apache. Par contre, si tu parles de quand tu fais un apt-get install, quand il va faire un apt-get install, il va automatiquement récupérer les dépendances. J'ai envie de dire, ce n'est pas le problème de Puppet, ça. C'est le problème de ton provider, d'APT. Donc, en fait, les modules qu'il y a dans la Forge sont des outils qui permettent de faire des installations, des configurations par la suite. Ce n'est pas des ensembles de paquets et de configurations qui sont déjà prêtes à l'emploi, en fait. Ouais, c'est le rôle d'un module Puppet. Enfin, c'est le rôle de Puppet d'installer des paquets qui sont disponibles dans les dépôts de Debian, par exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne pourra pas faire, par exemple, j'installe le module Puppet Apache et je lui dis exécute-toi et il va faire l'installation d'un environnement Apache fonctionnel tout seul. Il va falloir d'ailleurs lui donner d'autres configurations, Ah bah oui. des configurations. Ah oui, forcément, ouais. Tu as ton module Apache. Ton module Apache, tu n'es jamais censé le modifier parce qu'il est communautaire. Donc, théoriquement, tu ne le modifies pas. Par contre, tu fais ton propre module à côté. Donc, tu as un module, je ne sais pas, ton site web. Donc, là, tu vas appeler des ressources de ton module Apache. Tu vas dire, bah, crée-moi un virtual host, crée-moi un fichier de conf, clone-moi un dépôt Git, par exemple. Tu as un dépôt pour faire un module pour faire du Git. Et c'est là que tu as toute cette dépendance à tous les modules, en fait. D'accord, merci. Est-ce que le master Puppet, il peut être lui-même un... Oui, D'accord. par défaut, il l'est. D'accord, c'était ma question. Donc, tu peux auto-gérer ton serveur Puppet avec Puppet. C'est ta question. D'ailleurs, tu gères aussi le fichier etc puppet.conf que tu déploies sur chaque serveur.
Donc si demain je veux changer l'intervalle de lancement du service Puppet, je le modifie dans Puppet et je redéploie Puppet. Les 30 minutes dont tu parles? Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est à toi de le faire manuellement, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il existe des concurrents propriétaires à Puppet? Propriétaire Puppet. Je sais qu'au début de la présentation, tu as cité quatre concurrents, mais est-ce qu'il existe des concurrents qui feraient la même chose, ou en tout cas à peu près la même fonctionnalité, qui soient apportés par des gros éditeurs de type HP ou MC2, etc., qui sont plutôt des acteurs Oui. réseau? Oui, je sais qu'il y a un outil, alors je n'ai pas le nom en tête, c'est un outil qui est fait par IBM. Je sais que Orange l'utilise. Je sais qu'Orange l'utilise et depuis, ils sont enfermés dans cette technologie. C'est tellement propriétaire que on ne peut pas s'en sortir. Enfin, une fois que tu gères automatiquement toute ton infrastructure avec un logiciel propriétaire, tu es enfermé dans cette technologie. Donc oui, il y a des outils propriétaires, sûrement des outils très performants, ouais. Mais ça reste le problème du propriétaire et du libre. Ok. De rien.